Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Connaissez-vous l'acronyme RSE? Cela veut dire Responsabilité sociétale des entreprises. La RSE, ce sont les pratiques et les politiques que les entreprises mettent en place pour avoir un impact positif sur la société. Un sujet majeur et stratégique car aujourd'hui, plus que jamais, les consommateurs, les employés et les investisseurs attendent des entreprises qu'elles s'engagent activement sur des sujets comme le respect de l'environnement, l'équité sociale. Un acteur économique qui ignore la RSE risque de perdre sa réputation, ses clients et même ses talents. Au sommaire, ce soir, enquête sur la RSE en Côte d'Ivoire. S'il n'existe pas encore de loi spécifique exclusivement dédiée à la responsabilité sociétale des entreprises, certaines sociétés s'engagent conscientes des enjeux. Des acteurs du secteur minier aux mastodontes de l'agro-industrie, vous allez découvrir comment des entreprises sont parvenues à faire de leurs actions RSE un levier de création de richesses. Puis, dans notre second reportage, nous partirons à la rencontre d'un groupe qui a compris que le plus important n'est pas de réussir pour soi, mais plutôt de partager et de s'engager pour un monde meilleur. Ce groupe, c'est Magic System, connu pour ses tubes, mais aussi pour ses actions sociales. Nous avons suivi Assalfo, artiste, musicien et président de la fondation Magic System. Le concept de responsabilité sociétale des entreprises trouve ses racines aux États-Unis dans les années 1950, bien qu'il ait commencé à se diffuser à l'échelle internationale dans les années 1990. Aujourd'hui, il est impossible pour une grande entreprise de rayonner sans stratégie RSE. Un enjeu d'image, mais pas seulement. La RSE est aussi un moyen de développer et de pérenniser un business. RSE, l'autre visage des entreprises, un reportage signé Serge Zoré, Théo Renaud, Jessamine Nonsa et Romane Émilie Kofi. Plateau, quartier des affaires. Dans cette salle, entrepreneurs, experts et leaders d'opinion n'ont qu'un mot à la bouche, la RSE. Entendez, responsabilité sociétale des entreprises. Lorsque nous parlons de RSE, pour nous, c'est le fait de se comporter comme une entreprise responsable avec des actions concrètes sur le terrain, notamment à l'endroit des communautés, à l'endroit des parties prenantes, à l'endroit de son écosystème d'entreprise, à l'endroit de ses collaborateurs. Apparue dans les années 90, la responsabilité sociétale des entreprises se définit comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales. On peut la résumer en 3 piliers. Le pilier social, prendre en compte le bien-être des employés et des communautés. Le pilier environnemental, limiter l'empreinte écologique des activités de l'entreprise. Et le pilier économique, garantir une durabilité économique et des pratiques commerciales éthiques. Lors de ce forum, l'accent est mis sur la santé des employés. Des prix sont décernés aux entreprises qui ont su faire preuve d'innovation et allier RSE et santé. Le bien-être de nos employés est fondamental justement pour lutter contre l'absentéisme. L'objectif, in fine, outre le développement personnel de tout un chacun, que ce soit de la direction ou des employés, c'est également la profitabilité d'une entreprise. Et la profitabilité d'une entreprise passe par un personnel en bonne santé. Chouchouter ses employés, oui, mais avec pour point de mire qu'ils soient plus productifs. C'est aussi l'un des grands enjeux de la RSE, au-delà du bénévolat ou de la générosité. L'objectif final pour les entreprises reste bien souvent la profitabilité. Et vous allez le voir, RSE peut rimer avec développement des affaires. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de loi en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Pourtant, des sociétés ont décidé de prendre les devants et d'intégrer ces préoccupations à leur cahier des charges. Pour certaines, il s'agit de s'intégrer à des marchés internationaux qui exigent certains standards en termes de RSE. Pour d'autres, l'objectif est de rayonner au niveau local et de s'intégrer au sein des communautés pour pérenniser leur activité. Des géants du secteur minier aux mastodontes de l'agro-industrie.
vous allez découvrir comment des entreprises sont parvenues à faire de leurs actions RSE un levier de création de richesse, faisant converger leurs intérêts avec ceux de la société. Bouaké, à plus de 300 km d'Abidjan. Dans les locaux de Géodrill, plusieurs acteurs du secteur minier sont réunis. Il faut qu'on soit vraiment aux dimensions internationales parce que c'est des infrastructures hybrides. Les dimensions internationales qui seront respectées. Pour les poteaux de rugby, ça sera une hauteur de 13,5 mètres. Le langage se veut technique, mais il ne s'agit pas de parler forage ou minéraux lors de cette réunion. À l'ordre du jour, un tournoi de rugby qui doit rassembler plus de 1500 jeunes de Bouaké et des environs. L'heure est au dernier préparatif. Tous les 300 enfants qui viendront au TRC repartiront tous avec un sac XM Géodrill et une gourde pour le sport. Stanislas de Stabenrath, directeur général de XM, accompagne ce projet. Ce tournoi s'inscrit dans la démarche RSE de sa société, spécialisée dans l'approvisionnement d'équipements industriels miniers. Le secteur minier, pendant des années, a très mal communiqué. Donc aujourd'hui, nous, l'intérêt de faire ces projets est multiple, mais on le fait vraiment en premier lieu par passion et pour l'impact que ça crée sur la jeunesse. Mais c'est aussi pour préparer l'avenir, c'est-à-dire montrer que nous sommes des sociétés qui sont socialement engagées. L'objectif pour ces acteurs du secteur minier, faire rayonner et valoriser ces territoires qui les accueillent et grâce auxquels ils génèrent des profits. Alors, si vous êtes une entreprise, vous êtes venu, vous êtes établi dans un pays et que vous travaillez, il va de soi que votre action n'affecte pas seulement négativement le pays où vous travaillez, parce que vous êtes venu chercher de l'argent. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est d'abord chercher à construire une bonne relation avec les communautés. Et quand on parle de la communauté, ça peut être au niveau local, ça peut être au niveau régional, ça peut être au niveau national. Au programme de l'événement à venir, des rencontres sportives, mais pas uniquement. L'enjeu sera de faire parler du secteur minier à travers des conférences et des rencontres avec les jeunes. 2 semaines plus tard, c'est dans l'amphithéâtre du lycée technique de Bouaké que nous retrouvons Stanislas et ses collègues. Dans l'auditoire, des centaines de jeunes et d'amateurs de rugby venus découvrir l'univers des mines. Géodrill fait du forage, mais c'est particulièrement dans les mines. Géodrill embauche localement les soudeurs, les électriciens, les mécaniciens. On a besoin de toutes sortes de main-d'œuvre. L'objectif de cette conférence, faire connaître le secteur minier, ses enjeux et les perspectives d'emploi qu'il peut représenter pour ces jeunes. Après 2 heures de conférence, les rencontres sportives peuvent commencer. Sur le terrain du lycée technique de Bouaké, joueurs amateurs, supporters et membres de l'organisation s'activent. Alors ça va? Comment se passe la journée? Très bien. Ah, vous allez jouer tout de suite là? Oui, tout de suite là. Allez messieurs, bonne chance. Pour sa première édition, ce tournoi régional de rugby est organisé en partenariat avec le Cocody Rugby Abidjan Club. Géodrill et les autres entreprises du secteur ont subventionné le tournoi et la rénovation des équipements à hauteur de 31 millions de francs CFA. On crée les conditions pour vraiment promouvoir le rugby, pour réunir les enfants, les faire rêver, leur mettre une étincelle dans les yeux. Et donc quand tu tiens ta promesse, forcément les entreprises veulent venir parce qu'elles sentent que tu produis un impact. C'est un sport qui porte plein de valeurs, de combativité, de solidarité, de cohésion. Et donc globalement, c'est des valeurs qui sont recherchées dans les entreprises et dans le minier en particulier où ils sont aussi dans des terrains difficiles. Pas moins de 5 clubs et près de 1500 jeunes ont répondu présents à l'invitation. J'ai décidé de jouer au rugby parce qu'au rugby, chacun a sa place. Quelles que soient tes performances, quel que soit ton poids, ta taille, chacun a une place très importante dans le rugby, que ce soit le rugby à 7 ou le rugby à 15. Et pour donner le coup d'envoi du tournoi, le président du CRAC lui-même se prête à l'exercice. Toute l'après-midi, les équipes vont s'affronter pour déterminer le champion régional.
On peut voir sur le terrain aujourd'hui qu'on a des équipes qui viennent de tout le pays. Ça va permettre de créer de la cohésion sociale au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour nos entreprises, ça permet aussi d'avoir une image de société engagée. Mais derrière tout ça, je pense qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui par passion. On a discuté avec les enfants du lycée technique et les enfants qui sont venus jouer au rugby d'employabilité dans le secteur minier. Donc très certainement, dans quelques années, on verra certains de ces jeunes aussi rentrer dans le secteur. Faire de la RSE par le sport, une façon d'augmenter la cohésion sociale et de se rendre plus visible pour des sociétés parfois inconnues du grand public. Et la politique de responsabilité sociétale des entreprises peut parfois aller encore plus en profondeur avec des projets de longue haleine. Dans le secteur agricole, les enjeux de responsabilité sociétale sont cruciaux, notamment pour assurer de bonnes relations avec les planteurs, mais aussi tous les métiers nécessaires à la production et la transformation des matières premières. L'entreprise Sifka, acteur majeur de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, l'a bien compris. Cette plantation d'EVA, située à Bongo, fait partie d'une UAI, une unité agricole intégrée, exploitée par SAPH, filiale du groupe Sifka. Ici, des plantations, une usine de traitement, tout le nécessaire pour transformer l'EVA. Mais pas uniquement. La société a aussi construit tout un village pour ses employés. Grace Bagny est la directrice de l'UAI. Vous êtes sous la palabre là, c'est la rencontre ou bien il y a pas là pour attendre des U? Non, c'est pas ça, on appelle ce village le village centre-usine, où on loge la majorité de nos employés qui travaillent à l'usine. Sur toute l'UAI, on loge environ 5000 habitants. Un village centre-usine avec ses logements, son propre hôpital et son école primaire. Derrière toutes ces infrastructures, un objectif, le bien-être des travailleurs et de leurs familles pour freiner l'exode rural et garantir l'activité économique. La plupart de nos travailleurs voient leurs enfants évoluer dans cet environnement. Donc il était vraiment important pour nous, pour la SAPH, le groupe Sifka, de mettre des infrastructures comme les écoles, les hôpitaux à la disposition des travailleurs que nous sommes. Ces infrastructures, construites par SAPH pour ses employés, étaient une nouveauté dans cette localité. Et l'entreprise ne s'est pas arrêtée là. SAPH a décidé d'ouvrir d'autres écoles et centres de santé en dehors de ses sites de production. Toucher les communautés, bien au-delà des travailleurs, c'est aussi l'une des grandes missions de la RSE et l'un des engagements du groupe Sifka dans toutes ses filiales. L'UAI de Bongo a en son sein 2 écoles. Donc ici on a l'école SAPH 1 et 2. Et ensuite dans les 2 autres villages, on a une école maternelle et une autre école primaire 3 et 4. En tout, les différents établissements construits à Bongo ont coûté plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Laetitia Owo est chargée de la politique RSE de Sifka. Elle suit le développement de ces infrastructures. Bonjour Nathalie. Bonjour madame, madame Gagné, DUAI de Bongo, l'unité, vous connaissez bien Bongo, DUAI de Bongo. Et je suis avec madame Owo, c'est elle qui nous appuie dans tout ce qui est appui aux communautés, tous les dons, tout ce que vous voyez, les centres de santé qu'on fait, c'est vraiment avec l'appui du développement durable. Ce centre de santé, inauguré il y a 5 ans, est accessible à tous les villageois de la zone, qu'ils travaillent sur l'unité agricole intégrée de Sifka ou non. Nous ne pouvons pas faire un projet pour nos salariés et laisser les autres communautés. Nous n'aurons pas les résultats qu'il faut. Il est important pour nous de contribuer à ces efforts de développement pour les communautés. Un investissement dans l'humain qui est aussi synonyme de productivité et de meilleurs résultats pour l'entreprise. SAPH est le leader du caoutchouc naturel en Afrique et produit plus de 200 000 tonnes de caoutchouc naturel par an sur ses différents sites. La stratégie RSE est le pilier et la base du succès des performances de l'entreprise. Aujourd'hui, le groupe Sifka est très fier d'être cité comme référence en matière de développement durable. Nous sommes reconnus comme leader de l'agro-industrie, nous sommes reconnus comme leader dans la mise en œuvre de la RSE en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Pour conserver ce leadership, l'entreprise investit aussi dans le secteur des énergies renouvelables, autre pilier de la RSE. À terme,
Toutes les UAI du groupe devraient produire leur propre énergie grâce à des panneaux solaires afin de réduire l'impact écologique des unités de production. Des projets concrets qui contribuent à transformer les territoires ruraux et garantissent une meilleure cohabitation entre les entreprises et les populations. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour échanger sur la question de la RSE, j'accueille ici Stanislas de Stabenrath. Il est PDG de X&M Suppliers. Avec lui, Dominique Kadja. Il est le directeur pays du Pacte mondial des Nations Unies. Et enfin, Agnès Aka, elle est responsable RSE chez Orange Bank Africa. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. On commence avec vous. Le pacte mondial, on ne connaît pas forcément. Je pense que c'est une occasion pour nous de le savoir. On vous a découvert tout à l'heure à l'entrée du reportage. Qu'est-ce que le pacte mondial, Dominique Kadja? Le pacte mondial, de façon générale, on dira que c'est la plus grande initiative mondiale en matière de durabilité d'entreprise. Le pacte mondial est une initiative qui va naître, on va dire, en 1999, alors que le président, du moins le secrétaire général des Nations Unies, alors Kofi Annan, était en train de recevoir à Davos les dirigeants économiques du monde. Et il leur a dit que je voudrais passer avec vous un pacte. Pourquoi un pacte? C'est un pacte justement de valeurs, un pacte sur les valeurs, sur les principes, à l'effet de donner un visage humain au marché mondial. De sorte que le pacte mondial va venir pour répondre à un besoin, à socialiser les bonnes valeurs au sein du secteur privé des entreprises et permettre donc aux entreprises de pouvoir avoir désormais un référentiel pour apprécier le niveau d'engagement qu'ils ont sur les choses sociétales. Ok, on a bien compris que c'est porté par les Nations Unies. Alors, le pacte mondial est porté par les Nations Unies et donc qui va être créé en 1999. Cette année, nous avons 25 ans. Justement, en 2025, nous avons 25 ans, puisque formellement, ça va démarrer en 2000. Et ça va donc concéder jusqu'à 167 pays de par le monde. Désormais, il n'y a pas une seule entreprise grande, je dirais, qui a des ambitions de pérennité, qui n'inclut pas dans son mode de fonctionnement, justement, le caractère social. Merci. Stanislas, vous connaissiez, vous, le pacte mondial? Oui, alors j'en avais entendu parler. Ouais. J'ai découvert ça de manière un peu plus précise il y a peut-être 4 ans, en intégrant un programme RSE justement de l'université Stanford Seed, avec qui on a travaillé sur un plan de transformation. Et en fait, on a découvert le pacte et puis on est rentré un petit peu dans le détail pour essayer d'aligner nos valeurs sur des actions. Alors, l'idée de pacte, ça atteste qu'en fait, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, on s'entend entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui, la RSE est obligatoire en Côte d'Ivoire? Dans les lois, je ne crois pas. Mais dans la plupart des entreprises avec qui on travaille, il y a des activités RSE assez fortes. Madame Agnès Aka, ce n'est pas obligatoire. Hein. Vous êtes responsable RSE de chez Orange Bank Africa. Vous le faites parce que c'est une obligation légale ou pas? Non, nous, on a démarré nos activités en juillet 2020. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas d'activité RSE. En plus, notre grand frère Orange Côte d'Ivoire était déjà très, très actif sur le sujet. On l'a fait parce qu'on a grandi. Et on l'a fait aussi parce que pour avoir un partenariat avec la SFI, qui était très intéressée par notre modèle, j'y reviendrai sûrement par la suite de l'émission, voulait nous accompagner en risk sharing, en partage de risques sur certains crédits qu'on faisait à des commerçants, à des entrepreneurs. Et donc, ça faisait partie de leur demande qu'il y ait une activité RSE. Et donc, on a lancé l'activité RSE à ce moment-là. Et c'est aussi lors de la prise en charge de la mission que j'ai été plus au fait du pacte mondial. Du pacte mondial, on y reviendra. Alors, ça veut dire que pour lancer une initiative RSE, il y a plusieurs drivers. Ça peut être parce que l'entreprise se rend compte de sa responsabilité, ça peut être parce qu'on veut passer à un autre niveau et on tombe sur des partenaires qui sont déjà à fond et donc qui le demandent comme critère pour pouvoir y aller. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé, Stanislas ? Nous, c'est venu naturellement avec le développement de notre entreprise. On a commencé comme une toute petite start-up à 1 employé. Aujourd'hui, on est 70. Donc, pour moi, le driver, personnellement, je n'ai pas une politique RSE écrite. Donc, je fais les choses qui me plaisent ou qui font du sens. Donc, on travaille beaucoup sur la jeunesse et la culture, en règle générale. Agnès Aka, vous représentez ici Orange Bank Africa. Vous êtes en charge de la RSE. Comment se traduit la RSE chez Orange Bank Africa ?
Alors, on a créé des modèles pour être un peu plus proche des communautés. C'est un modèle qu'on appelle les clusters. Les clusters, aujourd'hui, on travaille avec des mairies. On travaille, par exemple, avec Okumbo, avec Dimokro, avec Dioula-Dougou, dans le nord. Et en fait, la mairie nous apporte des jeunes qui sont porteurs de projets. Ils les sélectionnent. Et ce n'est plus basé sur leur flux Orange Money. Le crédit qu'on va leur accorder va dépendre de leur projet. Donc la jeune couturière de Dimokro, peut-être elle a été sélectionnée par la mairie, elle va recevoir 300 000 pour créer son atelier de couture. C'est ça qu'on a poussé, qui est vraiment sur notre axe RSE. C'est aussi des modèles qu'on a développés avec l'agence emploi jeune. C'est aussi des modèles qu'on a développés avec le GUD PME. Donc aller avec ces petits crédits digitaux, aider des gens qui aujourd'hui n'étaient pas aidés par le financement. D'accord. Et puis on a aussi l'épargne qui peut être aussi un pilier de gestion d'affaires. Alors, expliquez-nous. Est-ce que vous avez, par exemple, des taux d'intérêt différentiels lorsque vous intervenez dans les différents clusters? Non. On n'a pas des taux différentiels. Par contre, nous, le côté éthique, c'est la transparence. Voilà. On privilégie aussi des associations de femmes. Là, j'ai parlé des mairies et des jeunes et de l'AEJ, mais on a aussi des cibles qui sont les femmes, parce que ça fait partie, l'égalité des genres, hein. Ça fait partie d'un des objectifs de l'ONU. Et on travaille aussi sur des industries qui sont un peu délaissées par les banques classiques, notamment les industries créatives. Stanislas, RSE, c'est de la philanthropie, c'est du business, votre avis? Alors, pour ma part, je dirais plutôt de la philanthropie, étant donné que je suis un entrepreneur. On a plus fait nos premières actions RSE par le cœur et surtout en ayant trouvé des projets qui existent depuis longtemps et où on sait qu'ils ont un impact fort. Donc, comme ce que vous avez vu sur le reportage un peu plus tôt, avec un certain nombre d'entreprises du secteur minier, parce que bon, on vit un peu en symbiose, hein, qu'on soit les entreprises, les populations, l'État. Donc à la fin, c'est comment est-ce qu'on peut créer une synergie entre toutes les parties prenantes. Donc dans le sport, on a vu le rugby ici avec le CRAC qu'on soutient, mais à côté de ça, nous soutenons aussi une académie de taekwondo qui est basée à l'université de Cocody. En 2 années, 110 millions d'investissements, c'est aujourd'hui plus de 120 médailles, 40 médailles internationales, des jeunes qui ont fait briller la Côte d'Ivoire. Donc c'est gagnant-gagnant. Oui. Alors concrètement, vous êtes dans le secteur minier. On sait bien le secteur minier, il y a un impact, y compris social, parce que c'est des personnes qui sont souvent déplacées, y compris environnemental, parce qu'il y a souvent des incidences environnementales. Et ça fait. Est-ce que, dans le contexte du secteur minier, on sent d'abord plus de responsabilité, hein? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de régulation dans le secteur minier, vu les incidences potentielles qui sont plus fortes dans le secteur que dans d'autres? C'est une très bonne question. Le secteur minier a souvent une mauvaise image parce que de toute façon, on se rend compte dans le pays, quand on va parler dans les écoles, que la distinction entre l'orpaillage et le secteur minier industriel, la différence n'est pas très claire au niveau de nos concitoyens. Ensuite, le secteur minier avait pour habitude de ne pas beaucoup communiquer. Moi qui ai eu la chance, ou par le travail, qui ai visité beaucoup de mines, ce sont des sociétés quand même qui ont un impact très très fort sur les populations, sur les employés, et qui ont vraiment, alors quand c'est des sociétés listées en bourse, qui ont vraiment à cœur de faire bien. Après, on reçoit souvent cette question de journalistes, même dans les radios, qu'on fait de la RSE pour essayer de camoufler un peu ce qu'on fait à côté. Enfin, C'était pas ma question, hein. On est bien d'accord. Oui, non, mais les entreprises minières sont au même titre que toutes les industries qui sont ici en Côte d'Ivoire. Au même titre, mais est-ce que lorsqu'elles s'installent, elles n'ont pas un cahier de charge de l'État qui les oblige, dans tous les cas de figure, à pouvoir avoir un impact sur leur environnement? Alors, dans le code minier, il y a des obligations comme 0,5% du chiffre d'affaires qui sont reversés au fonds de développement minier, mais elles font aussi beaucoup d'actions volontaires en dehors des obligations légales. Et ensuite, comme elles sont listées en bourse, en règle générale, sur l'Australian Stock Exchange ou le Toronto Stock Exchange, il y a des obligations assez fortes en termes d'environnement, de développement humain. Et donc, ces sociétés sont pleinement inscrites dans les démarches. Et vont au-delà des obligations légales. On vient de le voir, la RSE existe bien en Côte d'Ivoire avec des acteurs qui s'engagent notamment au niveau social. Mais la RSE n'est pas réservée seulement aux grandes entreprises. Les artistes aussi s'en emparent, à l'image du groupe Magic System et de sa fondation
construction d'écoles, réhabilitation d'hôpitaux ou encore accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Impact réel. Magic System, les magiciens du social. Un reportage signé Serge Zohoré, Théo Renaud et Jean-Louis Mendonça. Sofitel, Hôtel Ivoire, il est 20h. Ce soir, c'est la nuit du football africain. En guest pour animer la soirée, un groupe incontournable, Magic System. Avant de monter sur scène, les membres se réunissent en coulisses. Aquabakan, Chéri Coco. Est-ce qu'on ne peut pas remplacer Amoulanga par Kaye Bebo? Nous, on va commencer. L'autre, il va arriver en solo chaud là. Quand ça sera à son tour, il va arriver en solo. Je ne vais pas voir un pion mort sur scène. C'est le dernier concert de l'année pour le groupe. Un concert chez eux, à Abidjan, qui revêt une importance toute particulière pour ces musiciens à la renommée internationale. On n'a pas les mêmes émotions quand on joue sur nos scènes de départ que toutes ces grandes scènes-là que nous affrontons dans le monde. Ici, c'est la racine, c'est la base. Et tout ce qu'on a pu connaître, c'est d'abord grâce au soutien du pays. Nous sommes des enfants des quartiers, des faubourgs abidjanais et on ne peut pas être artiste et surtout être Magic System qui vient d'Anoumambo sans avoir des valeurs de partage et de solidarité. Partager, redonner au pays qui les a fait connaître, c'est le mantra du groupe Magic System, ambassadeur du Zouglou et de la Côte d'Ivoire dans le monde. S'ils sont connus pour leurs titres entêtants, aux multiples disques d'or et de diamants, les Gao Magiciens s'illustrent aussi depuis 2008 pour leurs actions sociales en Côte d'Ivoire, à travers leur fondation. L'objectif de la fondation Magic System, profiter du succès et de la renommée du groupe pour mener des actions caritatives et aider les entreprises à remplir leurs objectifs de responsabilité sociale. Construction d'écoles, réhabilitation d'hôpitaux ou encore accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat, Made in Africa a suivi Asalfo, artiste musicien et président de la fondation Magic System. C'est encore au Palais des Congrès que nous retrouvons Asalfo. Bonjour madame. Cette fois, il n'est pas là pour se produire avec son groupe, mais pour partager son expérience en tant qu'entrepreneur social et culturel au forum Wekanda. Ce forum a pour but de connecter de jeunes entrepreneurs avec des experts de différents secteurs d'activité. Moi, je suis quelqu'un qui ose. Je suis allé à Marseille, j'ai rencontré le président du club, Pablo Longoria. J'ai dit que je voulais signer une convention entre la fondation Magic System et Marseille. Et il m'a dit, mais c'est ce genre de propositions que nous attendons. Donc, je quitte sur le terrain de la musique et je fais Marseille quitter sur le terrain du foot et puis on s'attrape pour une bonne cause sociale. Le thème de son intervention, comment aider les entreprises à remplir leurs objectifs de responsabilité sociale, la fameuse RSE. Une démarche adoptée par de plus en plus d'entreprises qui souhaitent avoir un impact positif dans le social ou l'environnement. Si nous, on devait aller vers quelqu'un, on lui dira, vous êtes une entreprise, je sais que vous vous battez pour l'environnement. Écoutez, nous, on a des messages à passer pour l'environnement, on est des musiciens. Et cette société se dit, mais on a quand même Magic System qui a une notoriété et nous, on veut développer notre RSE sur l'environnement. On gagnerait à partir avec. Donc, chaque société doit forcément avoir une responsabilité quant à tout ce qui concerne l'humain. C'est vraiment aussi responsabiliser les entreprises face à la société. On a beaucoup d'entreprises citoyennes qui comprennent la nécessité de mettre en place une RSE dans une entreprise. Et je crois qu'avec la sensibilisation, il n'y aura plus d'échappatoire. Pour l'entrepreneur culturel qu'est devenu Asalfo, parler de responsabilité sociale devant une audience de jeunes entrepreneurs est un moyen d'insuffler les bons réflexes à ses futurs dirigeants. Après 17 ans à la tête de sa fondation, l'entrepreneuriat culturel et social est devenu une occupation quasiment à temps plein pour le musicien. Dans le quartier des Deux Plateaux, les locaux de la fondation Magic System. Bonjour Marie-Pascal. Tout le monde est là pour la réunion. Ok, d'accord. Bon, c'est bon. Comme chaque lundi,
Bonjour tout le monde. Salif Traoré, président de la Fondation, tient une réunion avec les équipes. À l'ordre du jour, l'arbre de Noël et la distribution de cadeaux aux écoliers des établissements Magic System qui doit se tenir dans quelques jours. Tu as combien de cadeaux? J'ai 640 cadeaux. On a combien d'enfants qui viennent à l'école là? 100 enfants au niveau de l'école Magic System d'Anoumago et 259 au niveau de la maternelle. On doit faire plaisir et aux enfants et aux familles. Voilà. Donc, avec nos partenaires, on essaie d'organiser une cérémonie de remise de cadeaux, qui est un arbre de Noël pour les enfants qui ne sont pas issus de familles aisées. Donc, ça leur permet aussi de fêter bien Noël. Donc, mais pour cette année, on va faire quand même en 2 étapes. Il y a la première étape, la remise des cadeaux aux enfants, et puis la deuxième étape, c'est des dons en vivres aux familles défavorisées. Venir en aide aux foyers des quartiers défavorisés, c'est l'objectif premier de la Fondation Magic System, dont les membres du groupe se sont rencontrés dans les quartiers populaires. On vient des quartiers pauvres d'Abidjan. Manager est le premier que j'ai rencontré dans le groupe. On était tout petits, donc ça part d'une amitié sans savoir qu'on allait faire une carrière ensemble. Et puis après, Tino et Goudé nous ont rejoints. C'était juste pour s'amuser. Et puis voilà, la passion est devenue la vocation. Les sonorités zouglou enflamment les scènes africaines et internationales pendant plus de 2 décennies. Un succès digne d'un conte de fées que le groupe doit à des titres comme Premier Gaou, Tu es fou, Chéri Coco, Magic Mbière, qui leur ont permis de glaner de multiples distinctions et trophées. Mais les membres du groupe n'en ont pas pour autant oublié leurs origines modestes. Quand on vient d'un petit village comme Anoumambo, on ne peut avoir que pour valeur le partage. Et on sait les difficultés que les gens rencontrent dans ce quartier-là. Donc quand on a la chance de partir là, il faut dire qu'ils nous attendent, ces gens-là, ils nous regardent. Donc il était question pour nous de repartir vers eux avec cette valeur de solidarité, de partage et de pouvoir aussi faire profiter à toutes ces populations de notre succès. En 2008, le groupe crée la Fondation Magic System. En 17 ans, 10 écoles ont été construites, des centres de santé et des orphelinats réhabilités et plus de 10 000 enfants scolarisés. Des actions qui ont été saluées par de nombreux prix. La fondation est financée en partie par les revenus générés par le groupe Magic System, mais aussi grâce à différents partenariats avec le secteur public et privé. Il y a une confiance entre nous et les partenaires qui nous accompagnent. Certains sont là depuis longtemps, de nouveaux viennent d'arriver et d'autres arriveront. Chaque partenaire vient accompagner une vision de la fondation. Nos objectifs sont multiples, comme par exemple la construction de bibliothèques dans toutes nos écoles, l'amélioration des cantines dans ces écoles-là. Et puis aussi, on a des objectifs immédiats comme la construction d'une école pour jeunes filles. J'ai envie de contribuer à cela aussi avec le groupe Magic System. C'est aussi une priorité pour nous. À ce jour, la Fondation compte 50 partenaires privés, parmi lesquels des banques, des concessionnaires automobiles ou encore des entreprises de transport maritime. Les activités de la Fondation se concentrent sur la solidification de ces partenariats, la récolte de fonds et, bien sûr, l'organisation d'événements caritatifs destinés aux communautés. C'est à Anoumabo, quartier qui les a vus grandir, que nous retrouvons les Gaou magiciens. L'école primaire publique Magic System d'Anoumabo est la première école construite par leur fondation en 2008. Tous les élèves connaissent les tubes du groupe. Aujourd'hui, ils sont réunis pour un moment festif avant les vacances de Noël. Les enfants de Magic System, applaudissez-vous. Les tontons que vous voyez là en bas de la bâche sont venus au nom de Toyota avec beaucoup de cadeaux. Et tous les enfants aujourd'hui vont avoir leur cadeau de Noël avant de partir. Est-ce que ça ne s'applaudit pas ça? Plus de 600 cadeaux seront distribués aujourd'hui
en partenariat avec le concessionnaire automobile Toyota, ici aux côtés de la star à Salfo. Qui a 4 ans? Allez, voilà pour toi. Oh! On accompagne la Fondation déjà depuis quelques années parce qu'on a été touché par les activités que font la Fondation Magic System en Côte d'Ivoire et que ça s'inscrit totalement dans ce qu'on souhaitait également développer au niveau de la marque Toyota. L'action s'inscrit dans la démarche RSE du concessionnaire automobile. Pour elle, une belle image et pour la Fondation Magic System, un moyen de choyer ses écoliers des quartiers populaires. Nous avons tous été enfants et on sait ce que c'est de recevoir un cadeau. Et peut-être qu'à notre époque, quand les parents n'avaient pas d'argent pour nous acheter des jouets, on se contentait du petit jouet qu'on nous donnait. Et là, aujourd'hui, être assis là et qu'ils voient leur papa venir leur donner des cadeaux, tout le monde va rentrer joyeux et Noël commence pour eux à partir d'aujourd'hui. Partagés avec leur communauté, un mot d'ordre pour les Gaou magiciens. La Fondation Magic System devrait inaugurer 2 nouvelles écoles d'ici printemps 2025. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de Made in Africa et bien sûr, nous allons échanger sur les synergies justement qu'on peut avoir pour faciliter les RSE sur la base du reportage qu'on vient de voir. Agnès Saka, est-ce que vous aussi, vous passez par des fondations pour mettre en œuvre votre politique RSE? Alors tout à fait, hein, le nouveau modèle dont je parlais, qui est plus RSE, là, ce qu'on appelle les clusters, oui. On l'a inauguré avec la Fondation Birimian, donc vis-à-vis d'industries créatives. On l'a répliqué avec la Fondation Orange Côte d'Ivoire. La Fondation Orange Côte d'Ivoire, elle a un très beau concept qui s'appelle les maisons digitales, que monsieur connaît sûrement, qui est plus sur l'inclusion digitale. Ouais. Nous, on est complémentaires, puisqu'on est sur l'inclusion financière. Et autrefois, elle faisait l'identification des meilleurs projets et elle leur donnait des fonds. Et on leur a dit, mais si au lieu de donner des fonds, vous mettez une garantie à la banque, on appelle ça le cash collatéral, nous, on pourra aider plus de femmes des maisons digitales. Et c'est ce qu'on a démarré l'an dernier avec elles. OK, alors, concrètement, est-ce que vous, déjà, Orange Bank, vous faites des dons? Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Alors, parce on en que vous fait êtes une aussi. entreprise jeune, hein, parce qu'il faut prendre du temps, avoir des bénéfices. On en fait aussi. Vous en faites on aussi. a un petit axe mécénat. Ouais. En général, c'est l'éducation, c'est la santé. Et oui, on fait des dons. Ouais. Aussi. C'est aussi bon pour l'image. Ouais, vous faites des dons. Vous faites beaucoup de philanthropie. On l'a bien vu. Alors, est-ce que vous avez un budget consacré à cette activité chaque année? Ça peut en inspirer d'autres. Non, alors on n'y a pas vraiment réfléchi, j'ai pas vraiment de budget, mais en règle générale, quand on veut partir dans un projet, personne ne me dit non. Donc ce qui donne de la flexibilité quand des jours on se réveille et qu'en 5 jours il faut faire quelque chose. On est capable de le faire avec certaines des sociétés avec qui on travaille. Alors c'est assez amusant que la Fondation Magic System est dans le deuxième reportage, parce que j'ai emmené une société minière, justement Fortuna Mining, qui a un programme spécial au niveau national, à déployer une clinique de soins oculaires pour faire du dépistage durant le FEMUA. Donc on s'est retrouvés à travailler indirectement avec la Fondation Magic System pendant l'événement. Et là, l'idée, c'était vraiment de travailler avec des organismes et des organisations d'État, essayer vraiment de mettre toutes les parties prenantes ensemble. Donc on a réussi à faire à peu près 2000 auscultations. Intéressant. Et il y aura un don de plus de 250 lunettes dans environ un mois. Intéressant. Dans tous les cas, je doute qu'un homme d'affaires ne sache pas à peu près le montant qu'il a consacré en 2024 à sa RSE, à sa philanthropie. Je reviendrai sans doute vers vous. C'est ça, Dominique Kadja, finalement, la recherche de synergie, que plusieurs acteurs se mettent ensemble. Vous avez parlé de Fortuna Mining, avec vous-même XM, et puis la Fondation Magic System, vous avec les communautés. L'État, souvent des organismes de l'État. Souvent les organismes de l'État, c'est ça qu'on recherche finalement. Et c'est ce qui est appelé au sein des Nations Unies le partenariat. C'est-à-dire que les partenariats pour la réalisation des objectifs. C'est le 17e ODD qui, donc en lui-même, le fait de le faire, participe de pouvoir rendre visible justement le pacte mondial, de rendre visible son engagement en l'endroit de ses valeurs et de ses principes. Donc oui, la synergie est indispensable. Lorsque je regarde, et c'est un très bel, un exemple assez parlant, le reportage avec le groupe Magic System, notamment la Fondation, ils sont en partenariat, ils ont cité au moins 50 partenaires. Ça veut dire qu'ils sont justement conscients
qu'activement, il faut qu'ils contribuent à changer l'environnement de certaines personnes, de certaines communautés, en construisant les écoles. Donc, c'est du gagnant-gagnant, c'est du partenariat constructif pour tout le monde, en fait. Alors chaque année, il y a quand même un rapport qu'on dresse. Tout à fait. Est-ce que, j'ai bien compris dans ce que vous aviez dit, qu'il y avait un rapport d'impact. Tout à fait. Il faut expliquer quel impact on a eu. Ouais. Est-ce qu'il y a également un rapport financier où on dit, également, voici les montants que nous avons consacrés à ces activités de RSE? Oui, en réalité, la RSE ou la durabilité ne se fera pas sans impacts financiers derrière. Donc, on va avoir quelques impacts financiers. Et chaque année, justement, au sein des institutions qui mettent en place la RSE ou alors la durabilité, il va y avoir ce qu'on appelle le rapport de durabilité ou encore il y a un nom en anglais qui est Communication on Progress. C'est-à-dire qu'on va communiquer sur nos progrès, puisque la RSE, on y adhère de façon volontaire. Okay. C'est le conseil d'administration, la direction générale, on est d'accord pour commencer une politique RSE, une démarche de durabilité. Alors, on doit faire savoir comment nous progressons d'année en année et comment est-ce que nous impactons. Donc oui, il y a un rapport qu'on produit. Est-ce que certaines entreprises en Côte d'Ivoire se démarquent particulièrement? Nous avons vu la CIFCA, oui. Nous savons également que les structures comme Orange, on en a parlé également, Orange également très active, avec des rapports de durabilité assez étoffés, assez bien élaborés. Nous avons NCA Bank, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui est aussi membre du Pacte mondial. Nous avons la CGC, qui est la Confédération générale des entreprises Côte d'Ivoire, qui est le patronat, qui est membre du Pacte mondial. OK. En tant que patronat? En tant que patronat, okay. en tant que patronat comme institution. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire également, et l'UGC, par exemple, également pour les entreprises industrielles. Donc, il y a de l'impact, c'est-à-dire que les entreprises ont adhéré de façon très spontanée et les adhésions se poursuivent encore jusqu'à présent. Très inspirant. Alors, est-ce que vous avez un budget, vous, que vous consacrez chaque année à la RSE, puisque de toute façon, vous avez un rapport, je suppose, si vous êtes là, que vous faites un rapport d'impact financier et tout ça, est-ce qu'on peut avoir une petite visibilité des montants? Bon, le montant, pas vraiment. Par contre, on mesure nos productions de crédit qu'on classe comme étant issues de projets de la RSE. OK, mais ça, il y a un montant. Oui, il y a un montant. Donc, en globalité, on est à plus de 400 milliards de crédits distribués. Mais sur la RSE, on va dire qu'on a peut-être 10% à peu près qui sont sur des cibles RSE. On est aussi sur les femmes, par exemple, par rapport à ces plus de 400 milliards. Ouais. On a 33% de crédits qui sont à destination des femmes. On participe au rapport RSE d'Orange. Ouais. Et ils nous demandent typiquement cet impact-là. Sur les femmes, vous avez desservi combien? Et on est à peu près à 30% de notre production de crédit vers des femmes. Oui. Stanislas, vous êtes dans le secteur minier, mais au risque que certains téléspectateurs s'imaginent que vous avez des mines, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que vous faites? Non, alors moi je suis un fournisseur, j'ai été géologue d'abord, et aujourd'hui je suis un fournisseur d'équipements. Donc je suis basé à Abidjan, et puis on a des bureaux sur certaines mines aussi. Alors ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que non seulement vous faites sur vos ressources propres de la RSE, mais vous êtes également un agent de connexion. Vous aidez justement des... Alors, depuis quelques années, on a un événement de networking qui s'appelle l'Abidjan Mining Drinks, qui a une dizaine d'années. En fait, c'est vrai qu'on a créé une communauté de confiance. Et même moi, des fois, je suis assez impressionné en envoyant des mails en 3 jours, on arrive à lever 60 millions parce que les personnes font confiance, que l'argent est bien investi. Mais au niveau de la RSE, plus que de donner de l'argent, on amène des compétences et du temps. Quand vous me demandiez combien est-ce qu'on dépense aujourd'hui, moi, je vois peut-être le pot qu'on dépense. Il y a ce que nous, on met en ressources financières. Il y a les autres partenaires qu'on arrive à ramener, mais ensuite, il y a aussi le temps qu'on passe. Je veux dire, moi, des fois, ça m'arrive de disparaître pendant 2 semaines de mon entreprise pour faire de la RSE ou aller sur le terrain. Mes équipes aussi, aujourd'hui, j'ai embauché pas mal de personnes au niveau de la communication et de la production vidéo. Là, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on suit le mouvement du Biama et on a donné une assistance à la team de Poi. C'est 1 mois et demi de travail, ça on ne le comptabilise pas de manière monétaire, mais donc c'est du temps, de l'argent. Ouais. Et en règle générale, en mélangeant les compétences et les parties prenantes, on arrive à faire de grandes choses. Par exemple, là, à Bouaké, je voulais saluer le ministre des Transports, Amadou Koné, qui a mis à notre disposition plus de 45 chambres dans le village Cannes, parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui venaient. Le ministre, mais également le maire, c'est plutôt dans sa qualité de maire. Oui, dans sa qualité de maire. Voilà.
Et donc du coup, en fait, comme ça, en agrégeant les sociétés, je pense qu'on peut faire des choses qui sortent un peu de l'habitude. Vous voyez, par exemple, une compagnie minière comme Fortuna, au départ, sur un événement culturel, c'était pas vraiment leur truc. Ouais. Ben, là, ils y sont arrivés et on voit qu'on a beaucoup plus d'impact et de visibilité. Donc voilà, on offre une visibilité aux partenaires et ça nous permet d'avoir plus d'argent pour... Alors, est-ce que finalement, en termes d'image, vous ressentez un impact sur le retour que les gens qui bénéficient ont, ou alors ce que l'État a, ou alors que la communauté où vous opérez? Est-ce qu'il y a un retour d'image positive sur la base de votre travail, votre analyse? Est-ce qu'on le ressent? Un témoignage, oui. C'est qu'on a été à l'événement sur les artisans, là, oui. MUVA, c'est ça? J'écorche pas le mot. MIVA. Et on a eu des retours en direct. Wow. On parlait du partenariat Fondation et Orange Bank, mais les organismes d'État, c'est très important. Et on a été salué par un représentant du ministre du Commerce, qui représentait le ministre, monsieur le ministre, à cet événement-là, qui a dit Orange Bank est vraiment précurseur, parce qu'ils accompagnent les artisans à démarrer. Et aussi, le financement, ça va les aider après à se formaliser. Ils démarrent par des petits crédits, modèle tic-tac, ouais. Avec juste une pièce d'identité. Ouais. Mais au fur et à mesure, quand ils ont besoin de crédits importants, de dizaines de millions, ouais. Là, ils n'auront pas le choix. Il faudra un registre du commerce, il faudra se référencer, il faudra des états financiers. C'est ça. Et on a eu aussi une représentante de Mme Remarque, la ministre de la Culture, qui nous a aussi salués pour ce qu'on apporte à l'industrie créative. Tout à fait. Donc peut-être c'est pas dans la presse, peut-être c'est pas. Non, mais on a comme ça des témoignages très importants. Aujourd'hui, c'est dans les des organes même de l'État. Alors oui, un retour d'expérience témoignage. Sur le témoignage, je pense qu'au niveau de notre industrie et des gens qui nous suivent un peu, qui nous connaissent, ils voient qu'on est une société socialement engagée. Ouais. Après, on a développé aussi tout ce qui est conférences de presse et les médias, mais ça c'est plus pour toutes les sociétés qu'on embarque avec nous dans les projets. Mais après, le vrai retour, c'est quand, je sais pas moi, vous voyez un jeune arriver et qui vous dit que 5 ans auparavant, il a vu une présentation à Yamoussoukro où j'étais présent et qu'en fait, il y a une chose qui l'a marqué et qui vous dit qu'ensuite, il travaille chez CNR depuis plusieurs années et qu'en fait, ce qui a fait la différence quand il s'est fait embaucher, c'était une petite phrase. Là, vous avez des résultats concrets sur la vie des gens. Nous, on a un témoignage d'un client, par exemple, que j'aurais dû citer. Il était cabinard. Et avec ses petits crédits tic-tac, il a monté son point de vente Orange Money. Et donc, il s'est formalisé aussi avec son point de vente Orange Money. Il est passé à un autre Mais son témoignage aussi, c'est pour sa famille. Parce qu'il habitait dans des quartiers précaires. Et dans son témoignage, il montre comment il a pu même déménager et aller à un habitat un peu plus solide, etc. Alors, et tout ça, il remercie la banque. C'est moi qui suis en face de vous. Toute la Côte d'Ivoire aurait dû vous dire merci, mais je le fais. Au nom de tous ceux qui ne peuvent pas être là. Finalement, les pays en développement, c'est beaucoup plus important, la RSE, que partout ailleurs, je pense, puisqu'on a besoin de soutenir l'État, parce que l'État, parfois, a besoin que les entreprises soient beaucoup plus responsables, beaucoup plus engagées. Est-ce que vous sentez que c'est beaucoup plus important que les entreprises en Afrique comprennent ce message? Oui, on va dire que peut-être de plus en plus, nous sentons justement l'impact dans les pays africains. La preuve, aujourd'hui, sur les 14 États où nous sommes présents, physiquement nous opérons, nous sommes dans plus de 45 pays en Afrique en opération. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a 14 pays où nous sommes présents physiquement, comme en Côte d'Ivoire, comme en Égypte, comme en Angola, etc. Mais il y a jusqu'à 45 pays dans lesquels, justement, la RSE est visible, le pacte mondial est visible à travers, justement, ces opérations. Deuxième chose, nous sommes à plus de 1200 entreprises en Afrique qui sont engagées sur les milliers que nous avons cités tout à l'heure, pour montrer, justement, qu'il y a un impact qui est très visible, qui est très notable, et qui se fait voir, justement, à travers le pacte mondial pour ceux qui y adhèrent. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous sur ce sujet important de la RSE en Afrique. Merci à vous qui vous impliquez, qui vous battez pour créer cette synergie autour du pacte mondial. Merci également à tous les téléspectateurs qui ont suivi ce numéro de Made in Africa et qui le suivent régulièrement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. C'est www.rti.ci, mais également
sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez suivre également nos activités Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, tant aux équipes d'Éléphant Africa pour la production et aux équipes de la RTI pour la réalisation. Entreprises africaines, engagez-vous. À bientôt pour un prochain numéro de Made in Africa.